Le CEPF aide les organisations de la société civile à lutter contre la perte de biodiversité et les effets du changement climatique dans les hotspots mondiaux de biodiversité. Par conséquent, de nombreux projets financés par le CEPF sont mis en œuvre dans des zones écologiquement sensibles ou auprès de communautés vulnérables. Reconnaissant la possibilité d'impact négatif, le CEPF s'engage à ne pas nuire aux personnes ou à l'environnement. À cette fin, le CEPF a adopté un cadre de gestion environnementale et sociale qui définit les processus et les politiques de gestion des risques pour les subventions du CEPF. Le cadre s'applique à toutes les activités du projet, qu'elles soient financées par la subvention du CEPF ou par un cofinancement. Pour les projets qui impliquent l'attribution de sous-subventions, le bénéficiaire est responsable du respect des obligations décrites dans le cadre par les sous-bénéficiaires. Le processus d'identification et de gestion des risques environnementaux et sociaux relatifs aux subventions du CEPF comporte 10 étapes. À l'étape 1, le postulant soumet une ébauche de projet sous la forme d'une lettre d'intention, LDI. Le formulaire de la LDI comprend des questions sur les activités du projet pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux potentiels. Le postulant doit répondre à ces questions. À l'étape 2, la LDI est examinée pour vérifier qu'il n'y a pas d'activité inéligible au financement du CEPF, telles que l'expulsion de personnes de leur zone de résidence ou l'achat d'armes à feu. Si le projet proposé inclut l'une de ces activités, il doit être reformulé pour les supprimer, sinon le projet sera rejeté. À l'étape 3, une évaluation des risques est réalisée pour juger du risque global que présente le projet proposé et déterminer quelle politique de sauvegarde du CEPF s'applique. À l'étape 4, le postulant reçoit des conseils basés sur les résultats de l'évaluation des risques. Ces conseils décrivent les mesures que le postulant doit prendre pour se conformer aux politiques de sauvegarde. Il indique également si le postulant doit préparer des plans de gestion environnementale et sociale spécifiques, destinés à fournir des informations plus détaillées. À l'étape 5, le postulant concevra des mesures pour atténuer les risques identifiés. Ces mesures seront incluses dans le document de projet et, si requis, seront décrites de façon plus détaillée dans les plans de gestion environnementale et sociale. Ces mesures devront suivre la hiérarchie des mesures d'atténuation. Tout d'abord, tenter d'éviter l'impact. Si ce n'est pas possible, le minimiser. Ensuite, atténuer les dommages restants autant que possible. À l'étape 6, le postulant établira un mécanisme de doléance, par lequel toute personne concernée par le projet pourra déposer une plainte, qui sera ensuite examinée et résolue de manière satisfaisante. À l'étape 7, le postulant mènera les consultations nécessaires avec les personnes affectées par le projet ainsi que d'autres parties prenantes. L'objectif est de leur permettre d'exprimer leur point de vue sur les impacts potentiels du projet. À l'étape 8, si le postulant nécessite une assistance supplémentaire pour gérer les risques environnementaux et sociaux, des activités de renforcement des capacités peuvent être incluses dans la proposition de projet. À l'étape 9, après le début effectif de la subvention, le bénéficiaire sera responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures convenues pour atténuer les risques environnementaux et sociaux. Enfin, à l'étape 10, le bénéficiaire sera tenu de s'assurer de mise en œuvre des mesures d'atténuation convenues.